Cela fait maintenant un peu plus de 2 semaines que nous sommes déconfinés. On peut sortir sans attestation, en tout cas à moins de 100 km, mais on sort masqué parce que l'autre reste potentiellement une menace. Qu'est-ce qui vous marque, Julia de Funès, dans ce moment déconfiné? Diriez-vous qu'il est encore régi par la peur? Régi par la peur, oui, et ça c'est bien normal, on ne peut pas contester le sentiment d'avoir peur ou un sentiment quel qu'il soit, on est habité par la peur, on est habité par la peur. Ce qui me frappe, c'est qu'on risque de passer, je dis pas que c'est l'état actuel, mais on risque de glisser de l'enfermement à l'examen, du confinement à une liberté vraiment très conditionnelle, et on a tendance à confondre la permission sanitaire avec la liberté. Quand on a entendu Édouard Philippe, lors du dernier discours, quand il nous autorisait à partir en vacances en juillet, on avait presque envie de lui dire merci. C'est-à-dire que tout d'un coup, la liberté s'apparente à une faveur gouvernementale alors que c'est un droit fondamental. C'est ce glissement-là qui me semble assez, à surveiller en tout cas de près. Comment vous expliquez qu'on renonce aussi facilement à ces libertés au nom de la sécurité, au nom de la protection? On devient une société craintive en fait? Alors, craintive, on l'est, c'est vrai qu'on a peur de tout, et ça bien avant le Covid-19. On est une société docile, moi j'ai été frappée de voir à quel point on était docile, mais ça se comprend très bien, c'est que la santé est devenue la nouvelle norme. Vous dites la sécurité, mais c'est surtout la santé, et au nom de la santé, on est capable d'accepter manifestement tout. C'est-à-dire que quand je dis la santé est devenue la nouvelle norme, elle est devenue la nouvelle norme civique, c'est-à-dire que nos gestes... Nos comportements sociaux sont déterminés par les gestes barrières, une nouvelle norme morale, la vie bonne égale la vie saine, une nouvelle norme politique, l'épidémie a commencé à être comparée à une guerre, ensuite les décisions scientifiques se sont substituées aux décisions politiques, les élections de juin ont été reconduites mais ont été questionnées à partir de la question sanitaire. Donc vous voyez que le thérapeutique remplace progressivement le politique. Et est-ce inquiétant? Comment voulez-vous refuser? Oui. Est-ce inquiétant à vos yeux ou est-ce rassurant? Alors, c'est inquiétant pour différentes raisons. La première, c'est que quand le pouvoir politique a pour objet se médicalise, vous voyez que le pouvoir politique a théoriquement pour objet la vie d'un pays. Le biopouvoir, si je prends l'expression de Foucault, a pour objet la vie tout court. C'est beaucoup plus intrusif, c'est beaucoup plus totalitaire. Le pouvoir politique gère théoriquement des sujets, des autonomies, des consciences libres et éclairées, des gens qui votent. Le pouvoir qui se médicalise va gérer des corps, c'est-à-dire ce qui en nous appartient le moins, ce qui est le moins contrôlable. Donc on aurait affaire à un pouvoir qui va jusqu'à vouloir contrôler l'incontrôlable. Le pouvoir politique gère des collectifs, une police, une nation, un groupe, alors que le pouvoir qui se médicalise gère des individus, d'autant plus malléables, vulnérables et manipulables qu'on est seul dans sa chair face aux décisions politiques. Donc pour toutes ces raisons, je ne veux pas être trop longue, mais on voit les dangers, les dérives possibles d'un pouvoir politique qui se médicalise rapidement. Donc vous appelez un espèce de réveil citoyen, reprenez un peu votre... Non, parce que... oui, je ne crois pas du tout que la société soit endormie et ait besoin de mes conseils et de mon réveil matinal pour prendre conscience de tout ça. Je reste modeste. Mais en revanche, c'est une vigilance, effectivement, le travail. Et d'ailleurs, beaucoup d'intellectuels dans les journaux. Et je trouve que le ton du gouvernement a malgré tout changé. On avait ce questionnement et cette menace possible. Et je pense que ça s'atténue malgré tout parce qu'il y a eu effectivement beaucoup de contributions dans ce sens-là. Comme c'était pressé, on n'a pas eu le temps de bien regarder, on n'a pas eu le temps de faire les études. Si des infirmières, comme c'est le cas, disent « moi je ne me ferai pas vacciner, je suis infirmière, je ne me ferai pas vacciner », ça a un impact considérable. On n'a peut-être pas mesuré suffisamment que ça pouvait se produire. Une semaine avant la campagne de vaccination, les services du Premier ministre réalisent un sondage qui montre que le refus des Français est de plus en plus fort. 85% d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner. À ce moment-là, le fiasco aurait encore pu être évité. Malgré les réticences de l'opinion, le gouvernement s'obstine et la campagne est lancée. Sous escorte de la gendarmerie, des centaines de milliers de vaccins traversent la France pour rejoindre plus de 1000 centres de vaccination. C'est ce jour-là que la ministre de la Santé se met en scène. 33 000 infirmiers et médecins sont mobilisés. Mais les Français boudent l'opération et les gymnases restent déserts. Vous voyez, là, on était 4 médecins cet après-midi pour 2 box de consultation, une salle d'attente vide, pas de patients, pendant que nos patients, en ce moment à l'hôpital, n'ont pas de médecin pour s'occuper d'eux. Pour sauver la campagne et écouler les millions de vaccins,
Roselyne Bachelot multiplie les déclarations de plus en plus alarmistes. Vous savez que quand on a vu dans un service hospitalier le parenchyme d'un petit bébé atteint irrémédiablement par le virus AH1N1, qu'on a vu en réanimation des femmes enceintes, des jeunes gens présenter des formes fulminantes et mourir en 2 ou 3 heures avec cette forme de grippe, eh bien je vous assure... je vous dis la vérité. Je suis ministre de la Santé, je viens pour vous dire la vérité. Nous avons eu dans la semaine qui vient de s'écouler 16 morts à cause de la grippe AH1N1. Ce chiffre est en augmentation de 50% par rapport à la semaine précédente. Et cette évolution terrible, en quelque sorte, nous la voyons partout en Europe. Des gens vont mourir parce qu'ils ne seront pas vaccinés. Le cœur de l'armée rouge pour se souvenir de ce qui était une bonne partie de l'Europe au XXe siècle qui vivait sous la dictature communiste. Est-on de nouveau sous dictature? En tout cas, c'est ce que croient savoir certains Français qui manifestent en dénonçant la dictature d'Emmanuel Macron avec l'extension du pass sanitaire. Alors là, on parle de dictature sanitaire. Est-ce que ce terme de dictature, c'est pas un peu honteux de l'utiliser dans un pays comme la France? On peut ne pas aimer Emmanuel Macron, mais on est dans une démocratie et les vraies dictatures, il faudrait peut-être y faire un tour pour voir comment ça se passe concrètement dans ces pays-là. Jean Garrigue est avec nous, l'historien. Bonjour. Bonjour Olivier Truchot. Alors ce terme de dictature qui est beaucoup utilisé ces derniers temps, alors on dit même Staline, Corée du Nord. Qu'en pensez-vous, Jean Garrigue? Je suis un petit peu atterré par l'usage, l'hystérisation des mots qui précède bien souvent l'hystérisation des actes. Il y a effectivement, alors ça tient à ce que les réseaux sociaux aujourd'hui amplifient beaucoup, y compris les paroles les plus, les plus ignorantes, parce que c'est une question de connaissance, c'est une question d'information de ceux qui interviennent dans le débat public. Mais c'est vrai que manifestement il y a toute une pédagogie finalement de la signification des mots, notamment des mots politiques. Ce que signifie être un citoyen, une république, des droits, des devoirs, la dictature, la tyrannie. On a même comparé le port l'obligation de la vaccination à la Shoah. Enfin, des choses complètement folles et qui indiquent en fait que pour beaucoup de Français, pour beaucoup de nos concitoyens, les concepts ne sont pas maîtrisés. On peut pas leur en vouloir. C'est aussi une question d'éducation, d'apprentissage. Je pense qu'il y a tout un travail de pédagogie collective à faire. Puis il y a aussi un travail quand même pour ceux qui manipulent, qui instrumentalisent. C'est-à-dire que lorsque vous avez des hommes politiques, des intervenants, je dirais publics comme ça, qui récupèrent ce type de concept, là ça pose un problème encore plus grave. Néanmoins, sans parler de dictature, il n'y a pas une interrogation sur l'exercice du pouvoir aujourd'hui en France. Alors on a des institutions et on a souvent critiqué la Ve République en disant que c'était une monarchie républicaine. Finalement, tous les 5 ans, on va choisir un roi et qu'on décapite d'ailleurs 5 ans après, mais on lui donne tous les pouvoirs. Et voilà, c'est vrai que cette crise sanitaire a été gérée par quelques hommes, pas plus. Alors ça, c'est une vraie question. Il y a eu une dérive de la pratique des institutions de la Ve République. Moi, je pense qu'il faut revenir à ce qu'était au départ la Ve République, voire même, on peut comprendre ceux qui voudraient aller vers un régime parlementaire qui existe dans la plupart des grands pays européens. Ça peut tout à fait se comprendre. Et c'est vrai que dans une période d'exception, avec état d'urgence, avec conseil de défense, comme on l'a vécu, on peut avoir l'impression qu'il y a une sorte d'entrave à l'exercice d'une véritable démocratie, de liberté, d'une démocratie. Où sont les contre-pouvoirs aujourd'hui, Jean Garrigue, en France? Pardon? Où sont les contre-pouvoirs en France? Les contre-pouvoirs ne sont pas... Alors, ils existent, on est dans un état de droit, il y a un conseil d'État, il y a un conseil constitutionnel, il y a une opinion, il y a des contre-pouvoirs médiatiques. Le conseil d'État a validé à peu près toutes les mesures qui ont été prises depuis 14 mois. Pas toutes, vous aurez remarqué, pas toutes, mais il y a aussi un contre-pouvoir qui est très important, c'est le vôtre,
celui des médias. Et là, il n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui. Et ça, il faut quand même le voir. Il y a celui de l'opinion publique aussi, parce que par le truchement des réseaux sociaux, l'expression de l'opinion, l'expression des Français n'a jamais été aussi forte. C'est un paramètre quand même qui est à examiner. Alors, si vous me dites que les institutions, le fonctionnement des institutions de la Ve République est allé vers une surpersonnalisation, une surprésidentialisation, je dis oui. Il y a par exemple des réformes qu'on pourrait adopter de manière immédiate, du style découpler les élections législatives de l'élection présidentielle, qui pourraient déjà essayer de nous faire revenir à un exercice un peu moins surpersonnalisé ou surprésidentialisé. Un peu de proportionnel aussi, ça ferait pas de mal. Alors un peu de proportionnel ne ferait pas de mal. Bon, il y a beaucoup de réformes comme ça qui sont les vraies, parce que si on nous parle de supprimer 30% des députés, tout ça c'est pour amuser la galerie. C'est pas ça qui va changer les choses. En revanche, redonner beaucoup plus de pouvoir au Parlement, redonner plus de pouvoir à l'opposition à l'intérieur du Parlement. Oui, ça c'est quelque chose qui serait important, parce que c'est vrai qu'on a un fonctionnement qui est celui d'une monarchie républicaine. Ça, quand on voit comment ça fonctionne en Allemagne, il y a beaucoup plus de concertation. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de tension, il y a même eu des manifestations anti-masques en Allemagne, mais on sent quand même qu'il y a plus de concertation, il y a plus de décentralisation. D'ailleurs, Merkel, elle a beaucoup moins de pouvoir que Macron, par exemple, il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire si les régions ne sont pas d'accord. Donc d'ailleurs, ou inversement, il y a des régions, des Länder, qui prennent des décisions pour leur région, mais qui ne sont pas forcément des décisions nationales. Mais parce que vous le savez, les Allemands ont une culture de la décentralisation, une culture des Länder, justement, alors que nous avons une culture beaucoup plus centralisatrice, beaucoup plus jacobine. Il faut pas le nier aussi. Pardon ? Tout part de Paris. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et il y a une sorte de paradoxe français, de contradiction, parce que les Français veulent plus de contre-pouvoir, ils veulent plus de démocratie participative, ils veulent plus d'horizontalité, mais en même temps, on le voit bien, très souvent des enquêtes le montrent, ils sont aussi en demande d'autorité, en demande de verticalité. Et ça, c'est très compliqué. C'est ce qui explique aussi cette difficulté française à faire évoluer, à réformer, et surtout à transformer cette pratique des institutions de la Ve République. Parce que on veut en même temps, on trouve que Macron, c'est une sorte de monarque républicain coupé des réalités, mais en même temps on a besoin aussi que par moment il soit un homme à poigne. Alors ça, c'est une vraie contradiction française. Ouais. Merci Jean Garry pour ces explications. Benjamin Cauchy, tu voulais réagir ? Oui, je pense pas que ce soit une contradiction française. Si on estime qu'Emmanuel Macron n'a pas suffisamment d'autorité, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, maintenant, le président de la République française doit aussi appliquer les directives européennes. Donc là, les citoyens français ont bien compris que nos gouvernants avaient de moins en moins de pouvoir dans les mains. Et puis la deuxième chose, je suis d'accord avec Monsieur Garrigue pour le coup, il y a un besoin de faire un électrochoc démocratique. Et à l'époque, la crise des Gilets jaunes avait au moins servi à ça, était de redire il faut remettre de la proportionnelle, il faut que les députés à l'Assemblée nationale ressemblent à l'électorat, en tout cas qui se déplace. Il faut, sans inventer de nouvelles usines à gaz, tout simplement utiliser la Constitution pour faire des référendums réguliers, pas d'usine à gaz. Et ce renouveau démocratique. Et respecter le résultat du référendum aussi. Et respecter le résultat du référendum. Je pense que ça pourrait déjà changer les choses. Même s'il ne va pas dans le sens de ceux qui ont posé la question. Christelle, le mot de la fin. Qui a été vue par 16 sur le réseau TikTok. Une infirmière qui explique qu'elle va rendre sa blouse car elle est contre la vaccination obligatoire. Extrait. Donc là, vaccin obligatoire, on nous enlève notre salaire et il y en a même qui ont proposé des peines de prison si on ne se fait pas vacciner. Vous vous rendez compte qu'en fait, si on tient tout bon, le système sanitaire français il se casse la gueule et vous vous soignerez tout seul. Vos sondes urinaires, vous les mettrez tout seul. Vos prises de sang, vous les ferez tout seul. Et puis si ta grand-mère elle a peur dans les pattes parce que tu vas la voir qu'au moment des étrennes, pour une fois, tu seras obligé d'aller la voir parce qu'il n'y aura plus d'infirmières pour s'occuper d'elle, plus d'aides-soignants, il n'y aura plus rien. On refuse de faire les vaccins, on n'a pas tous les mêmes raisons, on va pas cracher sur ceux qui le font. Moi, personnellement, je le fais pas parce qu'on n'a pas de recul sur ce putain de vaccin. Le vaccin, je le ferai pas, tant pis. Vous vous soignerez tout seul, moi je rends ma blouse, j'en ai ras-le-bol. Voilà, le ras-le-bol, ce coup de colère de Laura nous a intrigués. C'est pour ça qu'on lui a demandé d'être avec nous. Alors, comme elle est pas en région parisienne, elle est par Skype. Bonjour Laura. Bonjour. Alors, expliquez-moi pourquoi tout d'abord vous avez voulu partager votre coup de gueule au plus grand nombre.
Alors déjà, le coup de gueule, je pensais pas qu'il allait prendre des proportions comme ça. Ensuite, moi, j'ai un passé derrière, qui soit professionnel ou personnel, qui fait que quand j'ai entendu déjà l'obligation vaccinale, pour moi, je l'ai vécu comme une trahison en fait des pouvoirs publics qui ont continué de réduire les moyens. Et la réduction des moyens, elle date pas que de Monsieur le Président Macron. Hein. J'ai commencé à travailler, Monsieur Macron n'était pas président, et pourtant on n'avait déjà pas de ciseaux à usage unique pour pouvoir faire des pansements corrects. Et je me suis dit, c'est le coup de trop en fait cette fois-ci. En plus, on nous menace, c'est-à-dire que vous serez suspendu, vous aurez plus de salaire. Et avec mon vécu personnel, quand j'ai entendu qu'on menaçait, alors j'ai recherché depuis qui avait dit, et j'avoue que je n'ai pas remis le nom de la personne, que certains disaient faudrait les mettre en prison, sachant que mon ex-mari m'a battu pendant 11 ans et qu'il n'a pas pris de peine de prison. J'ai trouvé ça purement et simplement honteux, et j'ai été faire cette vidéo pour évacuer ma colère parce que fallait que ça sorte. Et je ne m'attendais pas à ce que autant de personnes soient d'accord avec moi. Mais Laura, pourquoi vous ne voulez pas vous faire vacciner en tant que soignante ? Alors, déjà, il faut faire la distinction. Je suis soignante, certes, mais avant d'être soignante, je suis une femme et une maman. J'ai les 3 casquettes. En tant que soignante, ça m'a apporté, on va dire, des outils d'analyse et de recherche qui me permettent de dire que là, j'ai trop de questions et pas assez de réponses sur ce vaccin. Je ne suis pas contre la vaccination. Qu'on se dise bien ça, je ne suis pas une anti-vax. Mes enfants sont vaccinés contre les vaccins obligatoires. J'ai moi-même les vaccins. En l'occurrence, j'ai l'hépatite B, mais on m'a un peu obligée à le faire. J'avais 11 ans puisque c'était à l'époque où c'était obligatoire. Est-ce que si j'avais dû le refaire après, peut-être que je ne l'aurais pas fait, peut-être que je l'aurais fait, je ne peux pas répondre. Vous auriez été obligé de le faire parce qu'en tant que soignante, on est obligé d'être vacciné contre l'hépatite B. Oui, merci, je connais la législation. Par contre, peut-être que j'aurais choisi une autre carrière. Voilà. Vous auriez choisi notre carrière. Parce que là, aujourd'hui, vous dites, si on m'oblige à me vacciner, ça va être le cas puisque on va l'imposer. Et vous avez jusqu'à la fin de l'été, en quelque sorte, à l'automne, pour le faire. Vous allez donc démissionner ? Je ne le ferai pas. Et si ma direction souhaite me licencier, qu'il le fasse. Je voudrais poser une question, Olivier. Élina Dumont. Oui, bonjour Laura. Donc, j'ai vu que vous aviez 2 enfants. Apparemment, vous êtes en arrêt maladie, ou à moins que vous le soyez plus, mais vous avez eu une blessure. Mais moi, il y a quelque chose qui me surprend. Personnellement, moi aussi, pour vous dire, quand j'ai été me faire ma première dose, on m'a demandé ce que je faisais comme métier. Et on m'a compté parmi les soignants. Et pourtant, moi, je travaille pas du tout dans les hôpitaux, puisque je travaille auprès des sans-abri. Mais personnellement, moi, je n'ai pas la possibilité de démissionner. Moi, demain, je démissionne, mais je suis dans la merde, quoi. Oui. Je sais pas qui va payer mon loyer parce que c'est pas les grandes gueules qui me nourrissent, hein. Non, mais je tiens à le dire. Alors, est-ce que vous avez des économies de côté? Mais ça me regarde pas non plus. Mais en tout cas, moi, j'ai pas les moyens de démissionner, de dire, tant pis, je travaille plus. Je vous avoue que ça fait 3 jours que je dors pas, hein. Je me dis qu'est-ce que je vais faire de mes 10 doigts le restant de ma vie. Mais le problème, c'est bien ça. C'est que, je rappelle, et les professionnels de santé présents sur le plateau pourront être d'accord avec moi, on va parler de la loi Kouchner, 4 mars 2002, qui nous dit que on doit avoir un consentement libre et éclairé. Excusez-moi, mais à partir du moment où on est menacé de perte de salaire et d'emploi, à quel moment le consentement peut-il être considéré comme libre? Nous avons moins d'1 an de recul sur ce vaccin. Alors, les effets à court terme, pas de problème, vu le nombre de sujets d'études, je pense qu'on a largement ce qu'il faut. Par contre, le moyen et le long terme, actuellement, nous ne les avons pas. Sachez qu'en juillet 2020, c'était encore à l'état de prototype testé sur les souris. À quel moment le consentement peut-il être éclairé lorsqu'on a moins d'une grossesse, en comptant en 9 mois, puisque là on est à 7 mois, de recul sur un vaccin? Ludovic Toro, le médecin généraliste, vous écoute attentivement. Laura... Après, on va parler de ce que tu as dit. Merci pour ton courage. Tu as raison. La révolte, elle n'est pas seulement pour ça. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'on maltraite le personnel soignant, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Et tout ça, c'est un pactage qui fait aujourd'hui que tu cries très fort ce que tu as à dire. Maintenant, ma question, c'est imagine que tu sois porteuse du virus et que tu ailles voir un patient qui
qui n'est pas vacciné, il y a quand même un risque de transmission. Toi, tu es jeune, tu risques pas grand-chose, mais j'imagine que la personne soit plus vieille, elle a un risque. Comment tu peux répondre à cela alors que théoriquement on est là pour soigner les gens et pas pour aggraver leur pathologie? Là-dessus, sur le principe, je suis complètement d'accord avec vous. Après, vous savez très bien qu'on a des normes d'hygiène où on utilise plus de PHA que la majorité des gens. Les gens ont découvert le PHA, ça fait des années qu'on le connaît. Le lavage des mains, pour vous dire, j'ai commencé à faire des études sur le lavage des mains. Je passais mon bac, ça a été un de mes sujets au bac. Et les gestes barrières, l'augmentation des moyens va nous permettre. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est que si on augmentait les moyens pour les soignants de soigner correctement, on pourrait faire des choses. Et est-ce que oui, je suis à même de transmettre le virus en tant que soignante? Oui, mais vaccinée aussi. Moins quand même. Non, il faut être clair. Et vous le savez bien, quand on a été vacciné, la réponse fait qu'on combat vite le virus, il se multiplie beaucoup moins. Donc le risque de transmission est beaucoup plus faible. Mais le problème, c'est que vous demandez des aides. Mais là, vous savez très bien que personne ne va aider les hôpitaux. On est plutôt dans le sens contraire. Donc on n'aura pas d'aide. Qu'est-ce qu'on fait dans l'urgence? Est-ce qu'on continue comme ça? Parce qu'il y a quand même 110 000 personnes, il y a des Covid longs, il faut quand même agir médicalement et freiner tout cela. Et aujourd'hui, ce virus est 60 fois plus contagieux que celui qui était avant, plus 60 fois. Donc il va passer encore plus vite. Donc quelles que soient les mesures qu'on met en place et les barrières, on peut contaminer comme ça. Et ce risque, même si c'est qu'une personne qui meurt... Donc le vaccin, c'est la meilleure solution. Mais c'est la seule solution aujourd'hui. Nous n'avons pas de traitement aujourd'hui. Nous sommes à plus d'1 an et demi de cette pandémie. Il faut qu'elle s'arrête, même du côté sociologique. On va pas tenir. De toute façon, c'est fini. Il y aura pas d'autre confinement parce que les gens ils en peuvent plus. Humainement parlant, on peut pas aller plus loin. Quant à la vaccination, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on n'a pas énormément de recul, mais on a quand même un recul suffisant. Et surtout, vous savez, quand il y a une urgence, il faut traiter l'urgence. Et aujourd'hui, c'est vrai que vous l'avez raison. À court et à moyen terme, on est sûr. À long terme, on ne sait pas. Mais à court et moyen terme, il faut sauver des vies. C'est ça que j'essaye de faire comprendre aux gens. Laura. Mais je comprends vos énervements parce que vous l'avez dit initialement, vous mettez aussi globalement comment vous êtes traité à l'hôpital depuis une dizaine d'années. Laura répond. Alors, déjà, effectivement, on est d'accord qu'il faut faire au mieux. On ne pourra pas faire des choses idéales. On fera au mieux. Moi, je reste persuadée qu'en ayant les moyens de traiter correctement, on sauvera plus de vies qu'avec le vaccin. Ça n'engage que moi. Je ne parle pas au nom de qui que ce soit d'autre. Je ne donne pas mon opinion comme étant bonne, mais comme étant la mienne. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je veux insister. Ensuite, la question, c'est là, on a tiré sur la dévotion des soignants depuis 10 ans, 20 ans. Avant d'être infirmière, j'étais technicienne de laboratoire. J'ai un diplôme universitaire technologique en génie biologique. J'ai beaucoup dans mon entourage de personnes qui ont également beaucoup de connaissances en biologie, allant jusqu'au bac plus 5, bac plus 8. Et là encore, j'ai entendu beaucoup de gens me dire qu'ils vont faire le vaccin, non pas parce qu'ils souhaitent le faire, mais parce qu'ils sont obligés. Ils sont obligés, ils se mettent dans un état agentique qui les fait enlever leurs propres valeurs et se soumettre à une autorité. Et rien que là, pour ça, moi, le vaccin, le pass sanitaire me pose problème à ce niveau-là. Oui, mais alors dans ce cas-là, vous préférez vous faire tester tous les 2 jours plutôt que d'être vacciné? Honnêtement, je préfère rester chez moi et ne pas. Alors, je vais pas aller engorger mes copines de labo à leur faire des PCR tous les 2 jours, parce que on a un peu oublié les laboratoires aussi. Mais vous gagnez votre vie comment? Rester chez vous, je comprends pas moi. Vous pouvez rester chez vous, mais faut bien manger. Vos enfants et tout. Oui. Sauf que, imaginons. Alors là, je vais vraiment parler que pour moi, vraiment uniquement que pour moi. Si dans 5 ans je développe une maladie grave liée à la vaccination. Excusez-moi, je vous ai laissé parler. Dans un futur hypothétique, imaginons parce que le risque zéro n'existe pas. On a plusieurs antécédents sur certains vaccins, des vaccins qui ont été retirés du marché 2 ans après leur AMM, des lots frelatés. Voilà, on est tous au courant de ça et l'erreur est humaine et nous ne sommes pas des voilà, on n'a pas la science infuse. L'erreur est humaine même sur la fabrication des vaccins et des thérapeutiques. Si demain, qui s'occupe de mes enfants si moi j'ai un problème?
Oui, mais c'est aujourd'hui le problème. Benjamin Cauchy. Oui. Rapidement, écoutez, j'ai pas à vous soutenir ou pas à vous soutenir, c'est votre décision personnelle. Je suis également partisan de la liberté vaccinale. Ce qui m'interpelle surtout dans votre cas, Laura, c'est le fait que vous soyez potentiellement suspendu, voire licencié de l'administration hospitalière d'ici 2 mois. Et moi, c'est ce qui m'interpelle principalement avec votre cas, c'est que finalement, le président de la République est en train de décider qu'il y aura 2 types de citoyens. Et aujourd'hui, le problème, malheureusement, il y a le docteur qui me regarde en même temps là. Le problème n'est plus le virus en ce moment depuis quelques jours dans le pays, ce sont les non-vaccinés. C'est quand même assez impressionnant en termes de sémantique, en termes de messages, d'éléments de langage qui sont passés par le gouvernement. Le problème, c'est plus le virus. Le problème, ce sont les non-vaccinés. Ce sont les non-vaccinés qui vont transmettre. Ce sont les non-vaccinés qui vont faire des bêtises. Donc, c'est pas possible. Et puis, alors, juste un dernier point. Moi, je trouve qu'il y a une incohérence si on doit vraiment être dans l'absurdité totale. Pourquoi nos infirmiers doivent être vaccinés et pas la police? Voilà. Laura, un dernier mot, Laura. Alors moi, je me pose aussi la question des gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour raison médicale, où les médecins ont dit clairement non, dans ton cas, à toi personnellement, ne te vaccine pas. Avec le pass vaccinal, ils vont faire quoi? Ils vont être en marge de la société? J'ai une dame ce matin qui m'a contactée en me disant moi j'ai eu une narcolepsie suite à un virus, suite à un vaccin. On est d'accord que c'est un cas sur je ne sais combien. C'est rare, mais cette dame, elle va faire. Non, mais ils auront une dérogation. On a une dérogation. Voilà. Enfin, je pense que si Jérôme Salomon est encore là, dans quelques jours, et c'est pas que pour ça, c'est pour d'autres vaccins. On ne vaccine pas parce qu'il y a des pathologies. Donc c'est évident, et vous avez raison. Pour ceux qui sont contre-indication, il y aura un pass sanitaire de contre-indication. Voilà, on peut pas passer à travers. Ça, est-ce qu'il faudra un pass sanitaire pour aller voter? C'est une bonne question aussi, ça. Alors, les prochaines aux législatives, aux présidentielles. Déjà, il faudrait que les gens aillent voter. Déjà, ça sera encore moins de participation. On va se retrouver avec 10% de participation. Bon, Laura, en même temps, est-ce que vous êtes encore dans une phase de réflexion ou est-ce que c'est définitif? Vous ne vous ferez pas vacciner, donc vous allez changer de métier. J'ai une trouille bleue de ce que je vais devenir. Ou chroniqueur. Avec ma carte. Écoutez, c'est la 2e fois que je suis interviewée sur votre plateau, donc si vous voulez m'embaucher, c'est avec plaisir, mais ça fait un peu loin de chez moi. Laura, peut-être qu'un jour, sérieusement, vous viendrez dans les grandes gueules. Ça serait bien de vous avoir sur le plateau, peut-être cet été, et pour qu'on puisse en discuter plus longuement. Merci en tout cas d'avoir été avec nous quelques minutes. De 16, bonjour Chantal, elle est infirmière, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, l'équipe? Bien. Vous nous appelez de Corse du Sud, Chantal. Alors, que pensez-vous de ce mot dictature utilisé, notamment par ceux qui dénoncent le pass sanitaire? Écoutez, moi je pense que M. Macron a inventé la dictature macronienne. Je reprends depuis son début de mandat. J'ai voté M. Macron, j'ai cru. Et dès le début, j'ai dit, ouf, il y a un truc qui ne va pas. Il a monté les uns contre les autres. On a monté la policier contre le peuple. On applaudissait les policiers quand il y a eu les attentats. Et du jour au lendemain, avec les gilets jaunes, on a haï les policiers. Ensuite, on a montré du doigt pendant la retraite, la réforme de retraite, les enseignants. Et on les a, bien sûr, on leur a dit, mon Dieu, ils sont planqués, ils ont les vacances scolaires, tout ça. Il y a eu le Covid, les parents, ils ont vu que c'était très dur d'avoir les enfants à la maison et que c'était ingrat, ce métier. Ensuite, on nous a applaudi l'année dernière, les infirmières, et maintenant, on nous montre du doigt. Presque c'est nous qui contaminons les gens. Moi, j'appelle la dictature macronienne. Quand au tout début de mandat, M. Benalla a pris les gens par les cheveux, qui les a tirés, plutôt que condamner M. Benalla, M. Macron a dit, Benalla, c'est moi, c'est un problème, je suis là. On vient me chercher. Quand M. Collomb a démissionné et qu'il a pleuré, il a dit, la France, on est les uns à côté des autres, bientôt on sera les uns contre les autres. Quand vous voyez que toute l'équipe de Macron, il n'y a plus personne autour. Quand vous voyez que depuis 4 ans, il a changé 4 fois de chef des armées, vous appelez quoi? De dictature à la macronienne. Quand vous voyez que le 4 ou 3 fois, ou 2 fois, 2 fois en 4 ans, c'est quand même beaucoup, c'est de trop. Parce que le général de Villiers est parti. Oui, mais il est parti, mais pour se poser des questions peut-être. Et le Cointre s'en va parce qu'il veut faire autre chose. Donc ça sera 3 fois en fait. Vous avez raison, 3 fois. Écoutez, 3 fois, écoutez, c'est simple. On doit se poser des questions parce qu'ils sont tenus au secret. Il a bien dit. Il a dit enfin, le Cointre ne part pas parce qu'il est opposé à Emmanuel Macron. Écoutez, je ne veux pas savoir, ça ne me regarde pas. Il y a plein de trucs. Le préfet de Paris... Chantal, j'ai une question à vous poser. Le problème, c'est qu'en France,
On veut un président qui réforme. Quand il réforme, on dit bah oui, mais il dresse ses uns contre les autres. Et puis parfois, on a des présidents qui ne font rien, alors qu'ils sont populaires. Je vais pas en citer, mais ils se ils font rien pendant plusieurs mandats. Et après, quand même, on se dit c'est dommage parce qu'il n'a pas réformé. Non, mais attendez, quand on réforme. La dictature, c'est quand une personne tous les pouvoirs. Vous savez que la dictature a été faite dans tous les pays, quand vous regardez l'histoire. Ils ont d'abord élu démocratiquement. Oui. Et après, quand vous êtes au pouvoir et que vous avez la majorité... Mais Emmanuel Macron, il rendra le pouvoir, son quinquennat se termine, et s'il se présente, mais on verra s'il est réélu, peut-être qu'il se représentera pas. Mais écoutez, moi j'ai cru beaucoup à Macron et... Oui, mais d'accord, mais ça c'est pas la dictature, c'est la démocratie. D'être déçu par quelqu'un... Alors la démocratie, c'est le 12 juillet. Alors je vous pose une question. Le 12 juillet, vous annoncez que vous faites un pass pour le 21. Les gens qui sont pris à la gorge. Quand vous savez que l'Union européenne a voté le 12 janvier 2021 un texte qui a dit « Attention, le vaccin ne doit pas être rendu obligatoire parce que nous sommes en phase provisoire. Il a une autorisation provisoire, le temps de voir les effets. » Mais c'était en janvier. Et quand l'Europe a dit « Il ne faut pas utiliser ceux qui sont. » Moi, je suis infirmière libérale. J'ai travaillé avec les Covid. Vous êtes vacciné, vous? Je vais me vacciner la semaine prochaine, parce que vous savez, je vais être en danger à partir du 16. Non, pas tant mieux. Bah vous protégerez les gens que vous allez soigner, c'est mieux. Ouais. Non, je préfère soigner. Écoutez-moi bien, je vous le dis, j'espère me tromper. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est pas ce que vous entendez sur les plateaux. Nous, on voit des choses sur le terrain. On voit les effets secondaires. Nous, on a un jeune qui a été Des effets secondaires de quoi? Oui, des effets secondaires de vaccins. D'accord? Donc, c'est pas grave. Et moi, les Covid, vous ne voyez pas le Covid sur le terrain? Ah oui, j'ai eu 0 mort. J'ai eu 0 mort. Tant mieux. Tant mieux. Et je me pose la question. Tous les clusters qu'on a. En France. Non, mais il y a eu 6 morts. Oui, 6 morts. Voilà, et combien il y a eu de morts de cancer de la cigarette? Combien il y a eu de morts D'accord, et c'est quoi alors la démonstration? C'est quoi votre démonstration? Je comprends pas. La démonstration, je suis en train de dire qu'on n'écoute pas assez les gens de terrain. On n'écoute pas assez le peuple. On voit sur le terrain, même les vaccinés se regrettent. Écoutez-moi bien, vous avez 96 médecins qui signent une tribune. Il y a 250 000 médecins en France. Et la plupart des médecins qui sont contre, on les voit jamais sur vos plateaux. Mais hier, j'ai entendu un médecin qui est venu chez vous. Il a fait de la fake news. Il a dit que les essais du vaccin, ça faisait 1 an. Voilà. Que ça faisait 1 an qu'on faisait des vaccins. Je suis désolée. Alors, si ce médecin, il confond 12 mois avec 6 mois et demi, je voudrais pas qu'il me touche. Parce qu'on a commencé les vaccins le 15 décembre. Et sous la pression des gouvernements, ils ont demandé que Pfizer distribue en janvier les vaccins et Pfizer ne s'était fait que se protéger parce qu'il a eu la pression des gouvernements en disant moi je suis en phase de 3, attention, ils l'ont répété il y a une semaine, je suis en phase de 3. Mais on fait quoi Chantal? On se vaccine pas et on reste chez nous et on attend, on reste confiné chez nous? Pas du tout, pas du tout. Regardez l'Espagne, vous comparez l'Espagne. L'Espagne, Barcelone, ils ont un cluster, ça y est, les jeunes, on leur a ouvert la porte. Parce qu'ils sont pas vaccinés. Et non, mais attendez, mais ils sont pas vaccinés, mais ils rentrent pas à l'hôpital pour autant. Bah oui, parce qu'ils sont jeunes. Bah oui, mais ça là, on le sait, ça, Chantal. Alors pourquoi on vaccine les jeunes? Ben pour qu'ils évitent de transmettre le virus. C'est faux, parce que les gens qui sont contaminés, les gens qui sont vaccinés, contaminés, ils contaminent. Mais là, à un moment donné, c'est faux. Faut qu'on se mette d'accord sur 2-3 trucs quand même sur le vaccin. Mais bien sûr. Sinon, et qu'on va faire venir des diététiciens. Oui, pardon. Des vrais docteurs, pas des docteurs d'accord, je sais. Forcément, on nous fait que des faux docteurs. Alors, Ludovic, est-ce que tu es un vrai ou un faux docteur? Qu'est-ce que tu réponds à Chantal? Non, mais je sais pas ça, c'est que vous écoutez pas. Il y a un médecin sur le plateau, alors je sais pas si c'est un vrai info, mais il a fait 10 ans d'études. Est-ce que ce médecin a traité des Covid? Parce que quand vous dites aux gens, oui, madame. Et j'ai même traité des Covid longs, et je pense à une dame qui doit avoir votre âge, 35 ans. Ça fait 2 mois qu'elle a un Covid long, elle s'en sort pas. Donc, en dehors des gens qui décèdent dans les hôpitaux, il y a ceux qui ont des Covid longs, et c'est des centaines de milliers de personnes. Donc, je vous le dis comme je pense. À partir du moment où qu'on est soignant, on adhère à la vaccination. Vous l'adhérez, je pense, pour vos enfants, si vous avez des enfants, sur le tétanos, sur la polio, sur vous, l'hépatite B, qui était discutable à une époque, je vous le rappelle quand même. Aujourd'hui, et je dis bien, hélas, ce virus n'arrête pas de muter. Et la seule solution qu'on a aujourd'hui, vous le savez bien, c'est la vaccination. C'est les gestes barrières. Oui, mais ça nous. Je vais vous répondre, madame. Non. Oui, madame, je vais vous répondre. En fait, ce qui s'est passé avec ce virus, il est très malin. C'est-à-dire qu'il a muté une première fois en étant 50 fois plus contagieux. Il a remute en étant 60 fois plus contagieux. C'est-à-dire que même avec des gestes barrières, vous n'allez que très peu. Il y a aussi le manuporté qui existe. On est dans vous savez, les pays les plus vaccinés, qui sont la Grande-Bretagne ou Israël, aujourd'hui, sont en train d'avoir des taux qui explosent. Mais ça, on le savait depuis quelques mois. Ils vont reconfiner l'Israël. Mais bien sûr qu'ils vont reconfiner. Qu'on parle d'une 3e aube. Je vous dis aujourd'hui, en tant que soignants, nous devons éviter le maximum de décès.
Voilà Chantal, ce que pouvait vous répondre Ludovic Toro. Merci Chantal d'avoir appelé au 32-16. J'ai un gagnant.